Bon vendredi soir, tout le monde, et bienvenue à un autre épisode de Santé sans censure. Mon nom est Chantal Dumas, je suis naturopathe agréée, également anthropologue médicale, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente à chaque semaine un nouvel épisode de ce webcast où j'aborde toutes sortes de sujets entourant la santé de manière globale, évidemment de façon critique, scientifique et bien sûr sans censure. Alors, ce soir ne fera pas exception. Je vais vous parler des dessous d'une autre arnaque, mais cette fois-ci une arnaque qui a des conséquences quand même assez graves ou qui peut en tout cas avoir des conséquences assez graves au niveau de notre santé. Et il s'agit des médicaments de type antiacide. Alors, dans la grande terminologie des antiacides, on va aborder ce soir les antiacides sans prescription comme les TOMS, par exemple. On va parler d'inhibiteurs de pompe à protons, d'inhibiteurs d'H2. On va parler également de prostaglandine. On va parler de différents types de médicaments qui ont tous comme visée de bloquer ou en tout cas de moduler la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Le but de ça est évidemment de réduire les reflux acides ou les sensations de brûlement associés au reflux gastro-œsophagien que peuvent expérimenter certaines personnes. Ce sont des médicaments extrêmement populaires. Ce sont des médicaments qui sont vendus dans une optique de dire aux gens qu'on peut faire toutes sortes de combinaisons alimentaires. Vous savez, dans les chaînes américaines où on peut faire de la publicité directe entourant les médicaments, on voyait par exemple pour, je crois que c'était Rolaids ou peut-être même Tom's, une publicité d'un gars à camping qui mangeait sa grosse pizza, sa bière et qui éprouvait des brûlements d'estomac après, donc qui enfilait son médicament. Alors évidemment, on ne nous parle jamais des mauvaises combinaisons alimentaires, on ne nous parle pas de carences de vitamines qui peuvent provoquer un ralentissement au niveau de la digestion, on ne nous parle pas de la nécessité de renflouer de temps en temps nos bonnes bactéries ou notre microbiote, mais on nous vend la solution facile, toute faite, qui est celle des médicaments antiacides. Malheureusement, ces médicaments qui ont l'air plutôt anodins de par la promotion qu'on en fait, de par le fait que plusieurs sont en vente libre, on pourrait croire qu'il n'y a pas de conséquences à utiliser ces médicaments sur une base régulière. Vous allez voir que ce n'est pas le cas. Et encore une fois, il s'agit d'une arnaque parce que ces médicaments ne visent pas à corriger les causes d'un pseudo-excès d'acide, parce qu'on va aller voir s'il s'agit bien évidemment d'un excès d'acide ou s'il pourrait, pardon, y avoir d'autres causes qui sont responsables du reflux gastro-œsophagien et des brûlements d'estomac. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on prescrit ces médicaments de plus en plus tôt. C'est régulier de voir des bébés, même encore à l'allaitement, auxquels les médecins ont prescrit des médicaments antiacides. Et quand vous allez voir quelles sont les conséquences sur notre santé, j'espère que vous serez aussi révoltés que moi. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, on va parler de troubles digestifs dans leur sens le plus large. Il y a plus de 20 millions de Canadiens qui souffrent de troubles digestifs chaque année. Parmi les troubles digestifs, bien sûr, on parle du reflux gastro-œsophagien, mais il y a également les brûlements d'estomac, les calculs biliaires, l'intolérance au lactose qui peut occasionner constipation ou diarrhée, et dans le même ordre d'idée, la sensibilité au gluten ou la maladie cœliaque, qui est le stade plus avancé en réalité de la sensibilité au gluten. Le syndrome du côlon irritable, qui est la forme non inflammatoire en réalité de maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn. Et ce qu'on doit savoir, c'est qu'au Canada, on a une des occurrences de maladies inflammatoires de l'intestin les plus élevées au monde. Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un lien quelconque avec le fait que le Canada est un des pays les plus importants au monde en termes de production de blé?
Alors, vous savez, on a dédié une émission au complet à la question du gluten il y a quelques semaines. Mes collègues naturopathes Nathalie Ashkar et moi-même, on a parlé de toute la question de l'intolérance au gluten, du fait que les tests utilisés en médecine conventionnelle ne sont généralement pas fiables pour détecter l'intolérance au gluten. Alors, plusieurs personnes continuent malheureusement de souffrir de l'intolérance au gluten qui est la cause derrière la plupart des maladies auto-immunes et plusieurs maladies dégénératives qu'on connaît dans les sociétés industrialisées. Alors, au Canada, justement, pour augmenter les bénéfices des compagnies qui produisent du gluten, des agriculteurs, on a hybridé le blé, c'est-à-dire que le blé n'est pas modifié génétiquement, techniquement, mais on a fait des croisements de plantes pour augmenter le contenu en gluten, donc de la protéine du blé, jusqu'à 70 parce que le gluten, c'est ce qui donne un côté moelleux au pain en réalité. Donc, parce qu'on aime notre pain bien moelleux, on a hybridé le blé et en plus, on l'asperge de glyphosate ou de Roundup, cet infameux produit de la compagnie Monsanto-Bayer, qui fait maintenant l'objet de plusieurs poursuites judiciaires, dont certaines ont été gagnées par des gens qui étaient victimes de différents types de cancers, particulièrement des cancers lymphatiques, des gens qui travaillaient avec cet herbicide. Alors, le fait qu'on consomme beaucoup de blé qui est hybridé, qui contient beaucoup plus de gluten, qu'on consomme un blé qui est aspergé de cet herbicide qui se retrouve directement dans notre alimentation, le fait que le gluten se retrouve un peu partout dans différents aliments. On parle de sauce soya, qu'on parle de ketchup, qu'on parle évidemment des pâtes du pain, mais aussi beaucoup de sources moins évidentes comme des sauces comme par exemple des croquettes de poulet que vous achetez, on vous dit 45 de protéines de poulet. Eh bien, le restant des composantes, c'est souvent du soya et du gluten qui rentrent dans la composition des croquettes de poulet, mais des saucisses et d'un paquet d'autres choses. Alors, de cette façon, on retrouve le blé et le gluten omniprésents dans notre alimentation. Et une des conséquences du gluten, c'est de créer beaucoup d'inflammation au niveau de notre tube digestif, d'altérer donc nos bonnes bactéries, notre microbiote, et donc d'intervenir ou d'interférer par rapport à l'absorption de nos nutriments, dont certains nutriments qui contribuent à la réparation de notre paroi gastrique, mais aussi à notre capacité à digérer. Donc, le gluten est vraiment l'un des premiers problèmes qu'on rencontre dans les troubles digestifs. Alors, pour aller plus directement sur la question du reflux gastro-œsophagien, on doit comprendre que c'est un trouble digestif qui affecte en réalité le sphincter inférieur de l'œsophage. Donc, l'œsophage, c'est comme un grand ballon dans lequel les aliments doivent transiger avant de se retrouver vers notre estomac. Donc, il y a un anneau en bas du sphincter qu'on appelle cet anneau de sphincter inférieur qui est composé d'un muscle et qui va s'ouvrir pour laisser pénétrer la nourriture dans l'estomac et se refermer par la suite pour empêcher le reflux, donc pour empêcher qu'il y ait cette remontée des sucs gastriques du bol alimentaire et que ça produise cette très désagréable, voire douloureuse sensation de brûlement dans l'estomac et de reflux gastrique. Alors, normalement, si la digestion survient normalement, eh bien, cet anneau se referme sans problème. Mais dans certains cas, le sphincter inférieur de l'œsophage est plus faible, plus laxe, et il va soit être trop détendu ou retardé à se refermer. Et c'est à ce moment-là que le contenu de l'estomac va vouloir remonter dans notre œsophage et créer ces sensations très désagréables. Donc, selon les conventionnels, dans les facteurs de risque, on parle de d'hernie hiatale. Donc, ça, c'est une des premières choses à faire vérifier, par exemple, par un ostéopathe, c'est si on a la présence d'une hernie hiatale. Deuxièmement, l'obésité, parce que si on a un gros excès
de gras abdominal, ça peut créer une pression sur ce sphincter en bas de notre œsophage et ça va faire que la nourriture risque de remonter. La grossesse aussi peut causer, hein, les femmes qui avons été enceintes, on a bien connu cette sensation lorsque la tête du bébé se retrouve trop haut dans notre cage thoracique et qu'on a le reflux en conséquence. Certains aliments et boissons, par exemple le chocolat, la menthe, le poivré, les aliments frits ou gras, tomates et agrumes, donc tout ce qui est acide aussi parfois va provoquer du reflux. Le café, les breuvages alcoolisés, le tabagisme, la cigarette est un autre élément bien connu en lien avec la perturbation de tout ce qui se passe dans notre tube digestif et la malabsorption des glucides. Pourquoi? Parce que s'il y a un mouvement de, soit par exemple de fermentation, les glucides vont fermenter au niveau de l'estomac si la digestion est ralentie. Alors, on parle par exemple d'une carence en acide et non pas un excès d'acide, parce que c'est l'acide qui va être la première barrière de protection de notre système immunitaire en réalité, parce que avec l'acide, on va non seulement digérer nos aliments, mais détruire les virus et les bactéries qui pourraient être entrés dans notre organisme via notre bouche ou via notre respiration. Alors, la production d'acide est extrêmement importante pour notre système immunitaire, mais aussi évidemment pour digérer les aliments en plus petites particules. Lorsqu'on manque d'acide, les aliments séjournent trop longtemps et tout ce qui va contenir des glucides, par exemple, va se mettre à fermenter dans notre estomac. Et quand on parle de fermentation, vous savez que ça gonfle quand on fait, par exemple, lever du pain. C'est un processus de fermentation. Par exemple, quand on fabrique du kombucha ou du kéfir, bien, il y a ce même processus de production de gaz, de fermentation. Alors, cette poussée des gaz peut, elle aussi, ouvrir le sphincter et faire qu'on ait du reflux gastro-œsophagien et des brûlements d'estomac. Même principe, si les protéines séjournent trop longtemps dans notre estomac, à ce moment-là, ça va être un processus de putréfaction et ça aura les mêmes conséquences. Donc, déjà, on doit voir que si on n'a pas assez d'acide dans notre estomac, il y aura comme conséquence le reflux gastro-œsophagien et la production de ces fameux acides qui vont irriter notre paroi. Alors, on nous vend l'idée de l'excès d'acide et des médicaments pour contrer l'excès d'acide, alors que très souvent, ce qu'on a en réalité, c'est une carence d'acide. Juste une seconde, on n'a pas le bon logo. Je vais aller mettre le bon logo pour que les gens reconnaissent l'émission. Voilà, c'est réglé. Alors, on voit déjà qu'on a un problème qui est la consommation omniprésente de gluten, qui est augmentée à 70 dans les produits céréaliers au pays, dans les produits du blé. On a ensuite cette arnaque de nous vendre l'idée d'un excès d'acide pour pouvoir nous vendre des médicaments qui vont donc bloquer l'acide, alors qu'en réalité, on est la majorité du temps dans une situation de carence en acide et on ne nous parle pas, évidemment, de toutes ces mauvaises combinaisons alimentaires qu'on fait parfois et le fait que certains médicaments aussi vont ralentir notre processus digestif. Alors, quels pourraient être les vrais facteurs de risque? On vient de les nommer. À ça, je rajouterais des carences, par exemple, en vitamines du complexe B. On doit comprendre que notre foie, et je vous en ai souvent parlé, notre foie fonctionne en deux phases, tout simplement la phase 1 et la phase 2. Dans la phase 1, on a la veine porte par laquelle, c'est-à-dire tous les aliments, tous les médicaments, toutes les boissons vont arriver dans la première phase du foie et cette phase est contrôlée par les enzymes, un groupe d'enzymes qu'on appelle les enzymes du cytochrome P450. Ces enzymes sont pour la plupart médiés par rapport à notre génétique, mais certains facteurs, par exemple certaines vitamines, la consommation du jus de pamplemousse dont on entend aussi souvent parler, vont avoir un impact sur la vitesse d'exécution, par exemple, de ces enzymes.
Ces enzymes s'adaptent aussi. Ces enzymes sont dans la première phase de la digestion de beaucoup de médicaments. Et c'est via ces enzymes qu'on va développer, par exemple, des résistances. On a parlé de l'arnaque des antidépresseurs et on sait qu'on doit généralement augmenter la dose d'antidépresseurs parce que lorsque le corps digère un premier poison, et on parle de poison en termes de substances qui peuvent intoxiquer le corps, vous savez qu'on dit toujours qu'entre un remède et un poison, c'est une question de dose. Alors, je pense que c'est Paracelse qui disait ça. Alors, tout médicament et même toute plante est potentiellement un poison, tout en fonction de sa dose. Alors, lorsque le corps doit constamment métaboliser ou digérer un médicament, nos enzymes vont augmenter à la hausse pour qu'on puisse le digérer de manière plus efficace. Ce qui fait qu'on doit régulièrement adapter les dosages de médicaments parce que le corps les élimine de manière de plus en plus efficace et de manière de plus en plus rapide. Donc, le même médicament va voir son efficacité réduite dans le temps. Alors, c'est pour ça que on doit voir qu'est-ce qui se passe au niveau de notre phase 1. Ensuite, quand les aliments, les boissons, les médicaments ont été métabolisés dans la phase 1, il y a beaucoup de radicaux libres qui sont produits, ce qu'on appelle les métabolites intermédiaires toxiques, qui doivent être neutralisés par des antioxydants comme la vitamine C. Et ensuite, ces substances à moitié digérées sont envoyées dans la phase 2. Et dans la phase 2, on a différentes voies métaboliques, dont une très, très, très importante qui s'appelle la méthylation. Et la méthylation dépend de 3 vitamines B, l'acide folique ou B9, la vitamine B12 et la vitamine B6 ou pyridoxale. Ces vitamines peuvent être carencées juste parce qu'on en a passé dans notre alimentation et peuvent être carencées parce que des facteurs comme les médicaments antiacides vont interférer avec leur absorption ou parce qu'on a des petites variations génétiques qu'on appelle des polymorphismes qui vont affecter notre capacité à transformer ces vitamines, donc B6, B9 et B12, dans leur forme bioactive, qui est la forme qui va entrer dans la voie de la méthylation. Alors, si la méthylation est ralentie par carence en B6, B9 ou B12, évidemment, le foie ne pourra pas déverser ces aliments bien digérés dans le restant de la digestion pour qu'ils puissent être acheminés vers l'intestin ou l'urine, le cas échéant. Alors, si les aliments ne peuvent pas descendre dans le foie, eh bien, ils vont séjourner là et c'est là qu'on va produire des gaz et qu'il va y avoir du reflux qui va se manifester. C'est tout simplement de la physique comme la plomberie. Si la tuyauterie est bloquée dans l'évier, ça va remonter. Alors, si notre foie ne peut pas fonctionner de manière optimale, eh bien, on aura du reflux. Et dans mon expérience clinique, habituellement, c'est une des vitamines du groupe B, B6, B9, B12, qui est problématique, qui est manquante. Dans d'autres cas, ça peut être des molécules soufrées, par exemple, des molécules qu'on va retrouver dans les sulforaphanes, issus du chou-fleur, du brocoli, des choux de Bruxelles. Donc, les molécules soufrées sont très importantes pour une autre voie de la deuxième phase qu'on appelle la sulfation. Donc, par carence en vitamines, par carence en molécules soufrées, notre foie peut être au ralenti et ça risque de provoquer un reflux. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ça? Probablement que votre réponse, c'est non, parce que si on vous explique que le problème, ce sont les combinaisons alimentaires ou des carences en certaines vitamines, eh bien, vous allez tout simplement vous approvisionner en vitamines, changer votre alimentation et vous n'aurez pas besoin d'alimenter Big Pharma. Alors, c'est beaucoup plus payant pour tout le monde de vous faire croire que vous avez un problème d'excès d'acide chlorhydrique et de ne pas vous parler des autres causes comme le gluten. Alors, évidemment, si le problème perdure dans le temps, on va se ramasser avec toutes sortes de conséquences au reflux parce que, évidemment, quand l'acide se promène sur nos parois gastriques, ça brûle. On a la sensation de brûlement, mais ça crée aussi des micro-lésions qui vont créer à la longue un besoin pour des cicatrices. Les cicatrices peuvent créer une constriction de notre tube digestif parce qu'elles vont interférer sur la paroi, des ulcérations et à la longue, si on ne corrige pas le problème, on peut se retrouver carrément avec un cancer de l'œsophage. Donc, c'est sérieux. Le problème n'est pas que le problème de reflux gastro-œsophagien n'existe pas. L'arnaque, elle n'est pas là. Le problème existe, mais c'est par rapport aux causes qu'on vous vend et
surtout aux médicaments qu'on tente de vous vendre qu'il y a arnaque. Alors, on va aller voir de quel type de médicaments dont on parle. Alors, les premiers, comme je vous disais, sont les médicaments antiacides comme Alka-Seltzer, les Malox, Rolaids, les Tums que vous vous procurez en vente libre en pharmacie. Ces médicaments contiennent des ions alcalinisants, donc ils vont neutraliser l'acide gastrique de votre estomac, ce qui est complètement problématique parce que oui, ça va à court terme vous procurer un soulagement, mais si c'est votre foie qui est engorgé par manque de vitamines, si c'est le fait que vous réagissez au gluten, si c'est le fait que vos enzymes du cytochrome P450 sont inhibées parce que vous prenez, par exemple, des médicaments antidépresseurs, eh bien, évidemment, ça procure un soulagement, mais ça n'adresse pas du tout la cause. Alors, vous allez devoir continuer à prendre ce type de médicaments, ce qui fait complètement, évidemment, l'affaire de Big Pharma. Donc, en plus de bloquer la production d'acide chlorhydrique, les antiacides réduisent l'activité de la pepsine, qui est une enzyme très importante au niveau de la digestion, entre autres, de nos protéines. Et la pepsine diminue lorsque le pH gastrique devient supérieur à 4. Donc, en plus de bloquer l'acide, on bloque l'absorption de nos protéines. Parmi les effets secondaires, on parle évidemment de l'absorption des autres médicaments, mais on a besoin d'acide pour absorber nos protéines, pour absorber nos minéraux, pour absorber nos acides gras, donc essentiellement tout ce qu'on consomme. En plus de ça, comme je vous disais tantôt, l'acide chlorhydrique est une composante importante de notre système immunitaire. Alors, si on bloque ou qu'on perturbe la production d'acide dans notre estomac, eh bien, les virus, les bactéries ont beaucoup plus de facilité de créer une invasion dans notre système. Alors là, on pense évidemment que durant la pandémie, alors qu'on nous imposait le port d'un masque complètement inutile contre des virus dans un milieu communautaire, tel qu'on vous l'avait dit depuis le début, peut-être qu'on aurait pu vous dire, voici des facteurs qui peuvent favoriser la production d'acide chlorhydrique afin que si vous êtes exposé au virus, vous puissiez le neutraliser de manière intelligente. Au lieu de ça, on va voir plus loin que les ventes de médicaments antiacides ont augmenté durant la pandémie. Évidemment, tous les facteurs qui auraient pu favoriser notre système immunitaire, eh bien, ils nous ont été bannis d'une façon ou d'une autre. On nous a privés d'activité physique. On sait que l'activité physique favorise l'immunité. On nous a privés de contacts sociaux qui favorisent aussi notre système immunitaire inné. Bref, on a favorisé l'utilisation de médicaments de type antiacide. Les ventes ont augmenté durant la pandémie, ce qui a augmenté en réalité notre facteur de risque par rapport à l'absorption des virus. Ensuite, deuxième type de médicaments contre l'acide, on parle des bloqueurs d'hydrogène ou des anti-H2, tels qu'on les décrit souvent. Ces médicaments-là aussi interfèrent avec la sécrétion d'acide chlorhydrique dans l'estomac. On appelle ces médicaments des inhibiteurs compétitifs de l'histamine. L'histamine est produite en réaction au corps étranger qui se retrouve dans notre circulation au niveau des récepteurs d'hydrogène. Et ainsi, on supprime la stimulation de sécrétion d'acide par la gastrine, donc les facteurs à l'intérieur de notre organisme, qui sécrètent la gastrine, mais aussi le suc gastrique. La sécrétion de pepsine qui est médiée par l'histamine va également diminuer, comme c'est le cas avec les médicaments antiacides en vente libre. Alors, dans cette classe de médicaments, on trouve particulièrement la cimétédine. Le nom commercial, c'est, par exemple, Tagamet. Alors, on a la ranitidine aussi qui fait partie de ça, qui est le Zantac. Et Pepcid, je ne sais pas si c'est encore disponible au Québec. Au niveau des effets secondaires des anti-H2, on parle d'effets anti-androgènes mineurs caractérisés par une gynécomastie, donc le développement de seins, par exemple chez les hommes, qui est potentiellement réversible. Hein? Effet mineur, les hommes vont avoir des seins, mais c'est potentiellement réversible. Hein? Préférable d'avoir des seins que d'arrêter de manger la pizza avec de la bière. Et par des troubles de l'érection.
Donc, vous avez le choix, messieurs, il faut choisir vos batailles. Vous pouvez continuer à manger votre pizza avec votre bière ou avoir des seins et des troubles de l'érection. Le tout, merci à votre pharmacie du coin. Alors, ils interagissent également avec le système microsomate des enzymes du cytochrome P450. Donc, c'est ce qu'on vous disait tantôt, la première phase du foie, les enzymes du cytochrome P450. Les médicaments de type anti-H2 vont bloquer ces enzymes et rendre la digestion d'autres médicaments ou le métabolisme d'autres médicaments plus lente. Donc, il y a plus de risques d'avoir des intoxications avec des médicaments. Ensuite, on a les fameux inhibiteurs de la pompe à protons qui sont très, très, très populaires. Ce sont les médicaments comme Nexium, Prevacid, Pilosec. Donc, certaines que vous connaissez des gens autour de vous qui en prennent, vous en prenez peut-être vous-même. Ces médicaments, les inhibiteurs de la pompe à protons, inhibent l'enzyme impliquée dans la sécrétion d'HCl et ils ont une longue durée d'action. Donc, les médecins tentent à les prioriser parce que les anti-H2, on doit les prendre beaucoup plus régulièrement et les inhibiteurs de pompe à protons, ça peut être 2 fois par jour. Donc, c'est plus simple d'utilisation pour les clients. On recommande aussi les inhibiteurs de pompe à protons pour éradiquer l'Helicobacter pylori. Donc, cette fameuse bactérie qu'on dit être la cause des ulcères d'estomac, alors qu'une très forte proportion de la population de plus de 65 ans est porteuse d'Helicobacter pylori, mais n'a pas nécessairement d'ulcères et qu'on peut avoir des ulcères sans nécessairement être positif à l'Helicobacter pylori. Donc, il n'y a aucune preuve de lien de cause à effet. Évidemment, lorsque on prescrit un antibiotique à des gens qui ont testé positif pour l'Helicobacter pylori et on leur donne un antiacide, les gens vont éprouver temporairement un soulagement. Donc, ils ont l'impression, encore une fois, que l'arnaque est véridique, mais on sait très bien qu'il y a d'autres moyens d'arriver au même résultat avec des plantes, par exemple, comme la gomme mastic ou encore certains produits vendus par des gammes professionnelles qui vont créer des résultats tout aussi intéressants. Par exemple, aussi la réglisse déglycérisée, donc la plante réglisse dans laquelle on a enlevé la glycérine pour ne pas causer d'hypertension, est également très intéressante pour éradiquer l'Helicobacter pylori et réparer la paroi. Un de mes mentors de mes premières années de naturopathe, un célèbre naturopathe américain, Michael Murray, qui travaillait pour une compagnie pour laquelle je travaillais aussi, disait toujours que l'Helicobacter pylori, c'était la mouche sur le sac de vidange. En réalité, c'est pas la mouche qui cause des vidanges, mais s'il y a des vidanges, il y aura des mouches. Donc, si on n'a pas un bon équilibre entre nos bonnes bactéries et les bactéries moins souhaitables dans notre tube digestif, si on n'a pas une bonne production d'acide chlorhydrique, eh bien, ça va favoriser un milieu où l'Helicobacter pylori sera libre de proliférer. Encore une fois, s'il n'y a pas d'acide, on a moins de chances de pouvoir éradiquer cette fameuse bactérie. Alors, un autre arnaque, mais on n'en est pas à une arnaque près. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Les effets secondaires. Et là, les effets secondaires que je vous cite sont ceux qui proviennent du manuel Merck. Donc, c'est facile pour vous d'aller vérifier mes informations. Vous savez que je ne mets plus aucun lien de recherche dans mes lives pour essayer de réduire le fait que je suis victime constamment de shadow banning, de restriction de ma distribution et de censure de la part de Facebook et autres big tech. Alors, pour les gens qui veulent vraiment mes liens de recherche, vous pouvez adhérer à mon membership au coût de 50 par année. Vous avez accès à mes lives organisés et mes documents de recherche. Il y a toutes sortes d'autres avantages pour les membres, tels qu'un webinaire mensuel gratuit, une infolette réservée aux membres et d'autres bonus comme des rabais sur des suppléments, une panoplie d'avantages. Alors, pour devenir membre, info@naturopathe.ca, mot de passe naturopathie, un virement de 50 annuel. Très important de me donner votre adresse courriel. Vous pouvez mettre votre adresse tout simplement en note dans le virement Interact, donc votre vrai nom et non pas le nom d'utilisateur Facebook et votre adresse courriel que vous voulez utiliser pour le membership. Et à ce moment-là, je vais vous envoyer l'infolette avec les informations de comment accéder au membership.
Donc, les effets secondaires, selon le manuel Merck, des inhibiteurs de pompe à protons, on nous dit le traitement à long terme entraîne des taux élevés de gastrite. Donc, en réalité, il y a une prolifération anormale des cellules de l'estomac. Et on nous dit qu'il y a une hyperplasie des cellules. Hein, une hyperplasie, ça veut dire que les cellules sont plus grosses que la normale, mais que ça ne semble pas associé au cancer. On nous parle de carence en micronutriments comme la vitamine B12 et le magnésium. Qu'est-ce que je vous disais tantôt? On a besoin de la vitamine B12 pour performer la phase de méthylation dans le foie. Donc, les inhibiteurs de pompe à protons bloquent l'absorption de la vitamine B12 dont vous avez besoin pour digérer et réduire le reflux gastrique. Comprenez-vous que vous entrez à ce moment-là dans un cercle vicieux. Vous prenez un médicament qui bloque l'absorption de la vitamine qui pourrait vous aider à ne pas avoir de reflux. Donc, évidemment, vous allez avoir besoin de renouveler votre prescription parce que le problème va devenir auto-entretenu. Le magnésium est un autre minéral très important pour la digestion. Je vous parle régulièrement du complexe de vitamine B bioactive tel que le Advance B complexe de la marque Aware, mais il y en a d'autres. L'important, c'est que les B soient dans leur forme bioactive. Je vous parle aussi régulièrement de l'importance du magnésium. Le manuel Merck nous dit aussi que les inhibiteurs de pompe à protons augmentent le risque d'infection entérique telle que celle par les clostridoïdes difficiles, donc C difficile, hein, Clostridium. Mais c'est vrai pour un paquet d'autres bactéries, mais on vous parle particulièrement du C difficile. Donc, si vous devez fréquenter des hôpitaux parce que vous avez des traitements quelconques ou que vous visitez des gens à l'hôpital et que vous prenez un inhibiteur de pompe à protons, tels que ceux que je vous ai cités, on parle de Prevacid, de Losec, de Nexium, eh bien, vous augmentez votre risque d'être infecté par C difficile. Alors, selon le manuel Merck, retenez bien ça, on vous dit que des études soigneuses menées n'ont montré aucun effet sur la santé des os ou le risque de démence, de maladie de Parkinson, de maladie cardiaque et de pneumonie. Alors, pourquoi ils ont fait, selon vous, des études sur ces problèmes spécifiques de santé? C'est parce qu'on sait très bien qu'en bloquant la production d'acide, vous ne pourrez pas absorber vos minéraux, tels que calcium et magnésium. Ils viennent de nous le dire dans la ligne précédente qu'une des conséquences de la prise de ces inhibiteurs de pompe à protons, c'est des carences en vitamines comme la B12 et le magnésium qui sont importants pour la santé des os. Et là, on vous dit que non, il n'y a aucun effet sur la santé des os. Comment se peut-il qu'on vous dise, dans le même paragraphe, qu'on vous prive de vitamines et minéraux importants pour la santé des os, mais que des études soigneuses nous disent qu'il n'y a pas de problème avec la santé des os? Hein? On parle des deux côtés de la bouche, encore une fois, dans Big Pharma. Quoi d'autre? Démence. À quoi est associée la démence? Hein? On n'absorbe plus nos gras comme il faut pour notre cerveau. Le poids sèche du cerveau, 70 du poids sèche du cerveau, c'est des bons gras, hein, des acides gras, des types oméga 3. Vous faites quoi quand vous absorbez plus vos gras? Évidemment, ça va affecter la qualité de votre cerveau, ça va affecter la qualité de votre câblage. Le système nerveux comporte une gaine de myéline qui est faite aussi d'acides gras. Vous ne pouvez plus absorber vos acides gras parce que vous prenez des médicaments qui bloquent la production d'acide. Alors, votre système nerveux, votre cerveau vont être touchés. On n'a jamais eu autant de démence que depuis qu'on donne des statines à tout le monde. Hein? On donne des statines, mais ça fait quoi? Ça empêche le foie d'absorber les gras. Il y a des gens qui prennent et des statines et des inhibiteurs de pompe à protons ou des antiacides. Alors, ils ne peuvent pas les absorber au niveau ni de l'estomac ni du foie. Après ça, on se demande pourquoi on n'a jamais eu autant de démence qu'on en a maintenant. Alors, pourquoi, par hasard, eux autres, ils disent avoir testé la démence? Parce qu'ils savent que ça interfère avec l'absorption des gras. De maladie de Parkinson. C'est quoi la maladie de Parkinson? On a moins de gaines de myéline, on a moins de transmission de nos neurotransmetteurs. Ça se passe où? Encore une fois, avec les bons gras dans notre système nerveux, dans notre cerveau. Quoi d'autre? Maladie cardiaque. Bien, maladie cardiovasculaire, on nous a fait croire, encore une fois, je vous réfère à mon live sur le mythe du cholestérol, que le danger, c'était le cholestérol alimentaire, alors que 80 du cholestérol est produit par notre foie. Donc, plus vous allez restreindre le cholestérol dans l'alimentation,
plus votre foie va en fabriquer. Pourquoi? Parce que justement, nos membranes nerveuses, nos membranes de nos cellules, nos hormones, tout ça est fait à base de cholestérol. Donc, le corps fabrique le cholestérol. Et si on bloque l'absorption du cholestérol, on augmente le risque des maladies cardiaques. Je vous ai cité les références dans le live à cet effet. Et la pneumonie, bien, on vient de dire que quand on bloque l'acide chlorhydrique, on augmente le risque de C difficile, par exemple, entre autres. Hein? Donc, vous allez voir qu'il y a d'autres études qui nous disent le contraire. Un dernier type de médicament de type antiacide, c'est des prostaglandines, en particulier le misoprostol. Alors, des fois, vous les avez sous des noms génériques, mais essentiellement, ce sont des types de médicaments qui bloquent la production d'AMP cyclique, qui est déclenchée par la stimulation d'histamine des cellules pariétales et qui améliore les défenses de la muqueuse. Donc, c'est un autre mécanisme d'action qui est un peu complémentaire au premier. C'est la liste des effets secondaires de celui-ci. Des douleurs abdominales, incluant des crampes, de la diarrhée, qui survient chez 30 des patients. Donc, vous avez moins de reflux, vous n'absorbez plus rien, 30 des patients ont des crampes, des diarrhées, et ils ne se sentent vraiment pas bien. À part de ça, bien, petite caractéristique qui serait bonne à savoir, c'est un abortif puissant. Donc, on dit absolument contre-indiqué chez la femme en âge de procréer qui n'utilise pas de méthode contraceptive. On sait que ce n'est pas infaillible, les méthodes contraceptives. Donc, il faut savoir que ces médicaments posent un risque très important d'avortement. Alors, petite particularité, tout ça qui serait intéressant, donc, qu'on nous fasse part. Alors, on vous vend tous ces médicaments, vous allez voir l'ampleur du marché. Après, je vais vous citer les chiffres dans quelques minutes. Mais d'abord, vous présentez le fait qu'il s'agit d'une arnaque totale parce que dans le livre de Jonathan Wright qui s'intitule Why Stomach Acid is Good for You, pourquoi l'acide stomacal est bonne pour vous, on nous apprend que l'incidence et le risque de brûlure d'estomac et de reflux gastro-œsophagien augmentent avec l'âge. Ça, il y a plein d'études qui nous le disent, qu'en vieillissant, on fait plus de reflux. Mais là, en vieillissant aussi, souvent, on est dans des endroits où on n'a pas le contrôle sur notre alimentation. Les personnes âgées sont très carencées en vitamine B12. On a vu l'importance de la B12 et des autres B pour notre foie. Les personnes âgées, souvent, consomment un paquet de médicaments qui vont aussi irriter la paroi gastrique. Et les personnes âgées vivent plus de stress. On va voir l'importance du stress. Alors, on nous dit que l'incidence des brûlures et du reflux augmente avec l'âge, tandis que les niveaux d'acide gastrique diminuent généralement avec l'âge. Alors, on nous dit que le problème, c'est l'excès d'acide, mais ce que les études démontrent, c'est qu'en vieillissant, oui, on a plus de problèmes, mais au lieu d'augmenter la production d'acide, elle diminue. Elle diminue. D'où le fait que beaucoup de maladies associées à la vieillesse, comme l'ostéoporose et la démence, seront aussi en augmentation puisqu'on a moins d'acide et on digère moins. Mais on a moins d'acide. Pour quelle raison? Regardez autour de vous la quantité de gens qui consomment ces médicaments antiacides. Ils ont des brûlements, ils ont de l'acide parce qu'ils manquent de vitamine B, parce qu'ils consomment des aliments bourrés de gluten et de friture. Et donc, il y a le processus de putréfaction et de fermentation qui fait qu'ils ne sont pas bien. Ils ont un excès de poids qui crée une pression sur l'œsophage et donc, ils ont encore une fois le reflux. Mais on essaie de nous vendre l'idée que le problème est causé par l'excès d'acide, alors que ce n'est pas ça du tout que les études nous démontrent. Alors, toujours dans ce même livre, Dr. Wright nous dit que lorsqu'ils ont testé des personnes de plus de 40 ans souffrant de brûlement d'estomac, d'indigestion et de gaz, plus de 90 du temps, nous constatons une production inadéquate d'acide chlorhydrique. Donc, chez 90 des gens, le problème, ce n'est pas l'excès d'acide, mais bien la carence d'acide. Alors, je viens de vous citer la panoplie des effets secondaires de ces médicaments, en plus de bloquer l'absorption de toutes nos vitamines, nos minéraux. Et 90 du temps, le problème est un manque d'acide et non pas un excès d'acide. Et comment on le sait?
que c'est véritablement le cas, c'est lorsqu'on prend des suppléments qui contiennent de l'acide chlorhydrique ou des enzymes avec acide chlorhydrique, comme par exemple Digest Plus de la marque Genestra, eh bien, on voit généralement une amélioration des symptômes. Si, en réalité, on avait un excès d'acide, lorsqu'on prend un supplément d'acide, on aurait encore plus de brûlement. Mais au lieu de ça, on voit une amélioration. Un petit test maison qu'on peut faire aussi, vous prenez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme que vous mettez dans une tasse d'eau chaude et vous buvez ça après avoir mangé. Si en réalité, vous avez un excès d'acide et vous rajoutez de l'acide sous la forme de vinaigre de cidre de pomme, vous allez voir une augmentation de vos symptômes. Auquel cas, peut-être que ça serait justifiable de prendre un antiacide, mais on en a plein du côté naturel. Si vous voyez qu'il y a une amélioration de vos symptômes, mais là, vous venez de comprendre qu'en réalité, vous manquez d'acide chlorhydrique. Vous avez la preuve par A plus B. Donc, les risques à long terme associés aussi à la prise de ces fameux médicaments qu'on nous donne sous un faux concept, je vous parle des points qui nous proviennent de 2 études. Une qui s'appelle Proton Pump Inhibitors and Risk of Vitamin and Mineral Deficiency, Evidence and Clinical Implications. Donc, les inhibiteurs de pompe à protons et le risque de carence vitaminique et de minéraux, des preuves et les implications cliniques. Et la deuxième étude, c'est Advantages and Disadvantages of Long-Term Proton Pump Inhibitor Use, donc les avantages et les désavantages de l'utilisation des inhibiteurs de pompe à protons à long terme. Alors, on parle de accident cardiovasculaire, fracture, maladie rénale, déclin cognitif, problème hépatique, donc trouble du foie. On parle de cancer gastrique et du côlon. On nous parle d'asthme et de pneumonie, de maladies cœliaques, de prolifération bactérienne de l'intestin grêle, etc. Au niveau de l'absorption des nutriments, on parle de vitamine B12, de folate, donc l'acide folique, de vitamine C, de calcium, de magnésium, de fer, de zinc, de potassium, la digestion des protéines, donc tous nos acides aminés, incluant nos acides aminés sucrés, et des lipides, donc minéraux, acides gras, vitamines, dont des vitamines dont on a besoin pour que notre foie fasse efficacement son travail. Alors, vous comprenez bien qu'on installe complètement un cercle vicieux. Alors, on nous a dit tout à l'heure dans le manuel Merck qu'il n'y avait pas d'effet au niveau, par exemple, de l'ostéoporose. Une étude intéressante qui s'appelle Hormone-Related and Drug-Induced Osteoporosis, a Cellular and Molecular Overview. Donc, l'ostéoporose induite par des facteurs hormonaux ou médicamenteux, une revision des cellules et des molécules. Et on nous dit dans cet article carrément que l'ostéoporose peut être causée par les médicaments de type inhibiteur de pompe à protons. L'autre facteur dont on ne parle pas assez, c'est évidemment le facteur stress. Je vous répète souvent que le stress, c'est la réponse de lutte, de fuite ou d'inhibition de l'action lorsque notre système nerveux perçoit un agent qui pourrait être dangereux pour notre santé ou en tout cas qui est interprété comme pouvant être dangereux pour notre santé. Lorsqu'on est en état de stress, eh bien, le corps envoie notre sucre pour qu'on ait une meilleure utilisation de l'énergie. On va avoir une poussée d'adrénaline pour pouvoir lutter ou fuir plus efficacement. On va avoir un afflux de sang vers nos extrémités pour être efficace. Bref, tout se met en branle pour qu'on puisse lutter ou prendre la fuite. Toutes les fonctions secondaires, comme digérer le Big Mac, ce n'est pas nécessaire à notre survie. Alors, ça va être mis en pause le temps de lutter ou de fuir l'agresseur. Vous comprenez que quand ça survient 2 fois par année, lorsqu'on voit un ours noir ou un mammouth dans notre temps de vie de femmes et d'hommes des cavernes, c'était pas très grave parce que au retour à la maison, tranquillement, notre système se remettait en place, on retrouvait notre homéostasie et le lendemain, on digérait notre Big Mac et la vie continuait. Aujourd'hui, malheureusement, on fait souvent face à l'ours noir ou au mammouth
le matin en rentrant au travail, le soir en retournant à la maison, et on est constamment dans cet état de lutte ou de fuite ou d'inhibition de l'action, et la digestion du Big Mac est mise de côté. Alors, on a des études, c'est pas juste Chantal, l'anthropologue médical, qui vous dit ça. Il y a des études aussi qui nous démontrent l'impact. On a, par exemple, conséquences physiopathologiques induites par le stress de la perturbation de l'axe cerveau-intestin. Alors, on nous dit que l'exposition au stress affecte cet axe et provoque un déséquilibre qui entraîne toute la perturbation, la digestion, et cela peut entraîner le développement de différentes maladies du tractus gastro-intestinal, notamment le reflux gastro-œsophagien, les ulcères gastro-duodénaux et le syndrome du côlon irritable. Une autre étude nous parle de l'association entre l'œsophagite associé au reflux et le stress psychosocial. Une étude réalisée sur près de 7000 sujets. On a fait un bilan complet incluant une endoscopie. On a calculé les scores de stress et la fatigue et on a conclu que l'œsophagite par reflux est associé de manière significative au stress psychosocial et la gravité de l'œsophagite par reflux est corrélée au degré de stress. Plus on est stressé, plus on a de reflux gastrique et plus les dommages qu'on a été capable de mesurer sont importants. Pourtant, est-ce qu'on vous parle de gestion du stress avant de vous prescrire le fameux médicament antiacide ou inhibiteur de pompe à protons? Pas du tout. Inversement, par contre, souvent, on va prescrire un antidépresseur, peut-être que je vous en ai parlé il y a 2 semaines dans l'arnaque des antidépresseurs, pour contrôler des problèmes gastro-intestinaux. On pourrait enseigner des méthodes de gestion du stress, comme je l'ai fait dans le masterclass sur le système nerveux, qu'on parle de cohérence cardiaque, qu'on parle de techniques de libération émotionnelle, qui sont des techniques complètement gratuites qu'on peut pratiquer partout en tout temps, qui n'ont aucun effet secondaire, mais évidemment, ça ne profiterait pas à Big Pharma. Alors, quelle sorte de marché représentent les antiacides selon Mordor Intelligence? Eh bien, la taille du marché mondial des antiacides devrait passer de 6,81 milliards de dollars américains en 2023 à 8,19 milliards de dollars américains d'ici 2028. Alors, qu'est-ce qui leur permet de prédire ces augmentations? C'est que la population gériatrique est l'un des facteurs de croissance les plus favorables pour le marché des antiacides. Ben oui, parce que la population est très vulnérable aux ulcères peptiques et aux troubles du reflux gastro-œsophagien. Jeez, je ne sais pas si c'est parce qu'on ne les amène pas dehors marcher et qu'on leur sert du bourril avec du jello et un paquet d'aliments bourrés de gluten. Est-ce qu'il y aurait un lien possible de cause à effet? Alors, on nous dit que le reflux gastro-œsophagien est de plus en plus répandu à mesure que les patients vieillissent, avec une prévalence d'au moins 20 dans le contexte ambulatoire. Ben oui, je viens à l'hôpital. 20 des gens, une personne sur 5, souffrent de reflux. Ils sont tous carencés en vitamine D, ils sont tous carencés en magnésium, mais on va leur donner une solution bonbon qui va les insérer dans un cercle vicieux pour les rendre dépendants de ces médicaments. Alors, on nous dit aussi, toujours chez Mordor Intelligence, que la pandémie de COVID-19 a provoqué une hausse transitoire des ventes d'antiacides, ce qui a entraîné des achats de panique. Les gens ont eu peur de manquer d'antiacides. Alors, on ne va pas apprendre à gérer notre stress, arrêter de manger du gluten, réduire notre poids en allant faire de l'activité physique, se vitaminer correctement. Non, 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 non. On va se jeter de manière panique sur les médicaments antiacides. Alors, on nous dit que ces achats de panique sont survenus chez les personnes souffrant de problèmes médicaux graves tels que l'obésité et le reflux gastro-œsophagien. Les problèmes médicaux graves. Plus on va vous dire que c'est grave, moins ça relève de votre sort. Hein? Il n'y a rien que vous pouvez faire. Vous êtes atteint d'une maladie grave, l'obésité, le reflux gastro-œsophagien. Donc, changez pas vos habitudes, mangez la pizza avec de la bière, gérez pas votre stress, continuez à manger du gluten, à être carencé en vitamines et prenez vos médicaments antiacides tels que prescrits par votre bon médecin. Alors, les ventes des IPP, plus de 11 millions d'ordonnances en 2012, selon Farrell, mais ça, c'est des chiffres très anciens. Les dépenses des programmes publics de médicaments, on parle de 198,2 millions en 2017, et là, on a parlé d'augmentation des ventes. Donc, c'est des
C'est des montants absolument faramineux. C'est des médicaments extrêmement vendus et répandus. Et là, on vous parle de programmes publics, c'est ceux qui sont prescrits, mais pensez à tous ceux qui sont aussi en vente libre. C'est difficile de trouver une pharmacie au Québec où on ne trouve pas du Pepto-Bismol ou des Tums ou des Rolaids. Alors, vous savez que c'est extrêmement consommé. Consommé pour les mauvaises raisons. Comme on l'a expliqué, on n'a pas d'excès d'acide tel qu'on veut nous le faire croire, mais bien une carence. Et des facteurs tels que la mauvaise gestion du stress, les carences en vitamines, le fait justement de prendre ces médicaments qui vont empêcher d'absorber les vitamines dont on a besoin pour avoir une digestion efficace, ce sont les vrais facteurs derrière tout ça. La consommation d'antibiotiques est aussi extrêmement prévalente, hein, on le sait. On prescrit au Québec des antibiotiques même pour des grippes d'origine virale. Et donc, de prendre autant d'antibiotiques perturbe notre microbiote. Si on n'a pas des bonnes bactéries le long de notre tractus digestif, eh bien, évidemment, ça va affecter notre capacité à digérer, notre capacité à absorber aussi nos vitamines B, nos bonnes bactéries absorbent nos vitamines B, dont la B12 essentielle à la bonne digestion. Donc, tous ces facteurs nous entrent dans des cercles vicieux où on devient dépendant de ces médicaments qui produisent des 700 milliards de ventes pour Big Pharma. Et évidemment, on en continue d'entretenir l'arnaque malgré tous les dangers que je vous ai cités au niveau de la santé, mais toujours avec le même motto qui est follow the money. Quand c'est pas logique, quand ça fait du tort, eh bien, ce qu'il faut, c'est follow the money. Alors, quelques-unes des choses qu'on devrait et qu'on pourrait faire plutôt que d'avoir recours à ces médicaments, avoir une variété du côté alimentaire, une alimentation simple, colorée, variée, inspirée du régime méditerranéen, éliminer les aliments allergènes en commençant par le gluten sans exception, avoir recours à au moins 35 grammes de fibres par jour, évidemment des fibres ne contenant pas de gluten. On peut aller vers des suppléments comme Solufibre, par exemple, qui est à base de gomme de goitre, sans retrouver 10 grammes, c'est-à-dire 5 grammes par scoop, on peut prendre comme 2 scoops par jour et comme ça, atteindre plus facilement. La majorité des Canadiens consomment 14 grammes par jour de fibres, donc on est très carencé. L'importance de boire notre 1,5 litres d'eau par jour, évidemment, pas une eau déminéralisée par osmose inversée ou un autre moyen de déminéralisation, mais une eau de source naturelle le plus près possible à 100 parties par million de minéraux, comme l'eau ESCA. On fait particulièrement attention aux TAC. Les TAC, c'est tabac, alcool et café, qui sont des irritants connus de la paroi digestive. On procède à des détox régulièrement. Vous savez qu'on en avait une au début de janvier. On va procéder à une autre détox au mois d'avril. Alors, plus votre système digestif, votre foie est allégé, moins vous avez de risques de souffrir de reflux. De plus, on a beaucoup de fibres dans nos jus, dans nos smoothies, beaucoup de vitamines également, de minéraux dont on a besoin pour réparer notre paroi digestive. On va mettre en place des techniques de gestion du stress. On a vu que le stress affecte notre fonction digestive. On va éliminer les agents pathogènes et autres intrus, comme par exemple l'Helicobacter pylori, par des moyens naturels, des combinaisons d'huile essentielle, par exemple la réglisse déglycérisée, la gomme mastic, différents moyens, des produits comme Gastro Relief chez AOR qui fonctionnent très bien. Si par exemple vous décidez de réduire la consommation de médicaments antacides ou d'inhibiteurs de pompe à protons, il y a des alternatives naturelles comme ce produit Gastro Relief de la compagnie AOR qui fonctionne très bien. En passant, je n'ai pas le droit de vous recommander d'arrêter un médicament prescrit. Je vous informe simplement des conséquences des médicaments antiacides et inhibiteurs de pompe à protons et je vous mentionne qu'il existe des alternatives naturelles sans effet secondaire et parfaitement efficaces. Ensuite, on va choisir judicieusement nos amis en termes de bonnes bactéries, donc les bactéries amies. C'est important de prendre régulièrement des suppléments de probiotiques d'origine humaine qui vont donc s'implanter dans notre tube digestif. On va prendre soin de notre santé dentaire également parce que 30 de la digestion a lieu dans notre bouche. Donc, si on a un problème de santé dentaire, ça affecte notre mastication. Quand on mastique, on produit des enzymes
des sucs gastriques aussi qui amorcent le processus de digestion. C'est une des raisons pourquoi les personnes âgées ont des troubles digestifs, c'est que souvent, elles ont des troubles dentaires, ils ont des dentiers ou des trucs dans leur bouche qui affectent leur capacité à mastiquer efficacement. Et l'activité physique à raison de 20 minutes par jour pour tonifier évidemment toute notre sangle abdominale, favoriser l'élimination régulière. Quand on est sédentaire, on a plus de risque d'être constipé et la constipation en amassant donc nos selles dans notre tube digestif va créer cette pression dont on parlait plus tôt qui risque de faire remonter le bol digestif dans notre œsophage. Alors, morale de l'histoire, une autre arnaque qu'on se doit d'éviter pour être en bonne santé parce que la prise de ces médicaments antiacides, inhibiteurs de pompe à protons, interfère avec l'absorption des vitamines importantes telles que la vitamine B12, avec des minéraux tels que le magnésium, que le calcium. Ça interfère avec l'absorption des protéines, avec l'absorption des acides gras. Donc, vous risquez d'avoir plusieurs maladies qui sont affectées par la présence de ces nutriments. Vous ouvrez grand la porte aux virus et aux bactéries qui ne seront plus maintenant neutralisés par cet acide. Et en plus de tout ça, le vrai problème n'est dans 90 des cas pas l'excès d'acide, mais bien la carence d'acide. Alors, vous prenez vos vitamines, vous faites les points, vous mettez en application les points que je vous ai cités à la fin, vous buvez votre eau, vous gérez votre stress et vous allez contrôler votre reflux gastro-œsophagien, votre acidité de manière complètement naturelle. Au besoin, des produits comme GastroRelief, comme Digest Plus, on veut rajouter des enzymes et de l'acide chlorhydrique. Le moment que notre digestion se régularise, on peut consulter en naturopathie pour s'assurer qu'on fait des bons choix alimentaires. Si on veut tester des intolérances comme l'intolérance au gluten, mais bref, on va à la source du problème et on arrête de masquer les symptômes sous prétexte de vouloir continuer de manger du n'importe quoi et de ne pas prendre notre santé en main parce que, bien que cela vous donne un soulagement des symptômes à court terme, vous allez vous retrouver avec des problèmes de santé beaucoup plus graves un peu plus loin. Alors, ceci conclut notre émission Santé sans censure de ce soir. Si vous souffrez de troubles digestifs et que vous voulez en apprendre davantage, j'offre 2 samedis matins de masterclass sur la santé digestive au mois de mars, donc le 2 et le 9 mars, de 9h à midi. Je vais vous parler de long en large de la santé digestive, incluant la question du reflux, mais tout l'aspect relié avec l'intolérance au gluten, tous les suppléments, le pourquoi du comment, les aliments à favoriser, ceux à éviter, la question du mode de vie. Et je vous promets que vous allez terminer ces 2 demi-journées de masterclass ou ces 6 heures de formation avec une super boîte à outils pour ne plus dépendre de Big Pharma et pour ne plus surtout souffrir et voir votre qualité de vie affectée par des facteurs que vous pouvez très bien contrôler. Alors là-dessus, les amis, merci d'avoir été présents. Partagez en grand nombre. Quand vous likez, quand vous commentez, ça déjoue un peu les algorithmes, ça favorise les vues sur mon matériel. Et quand vous partagez, évidemment, vous offrez l'opportunité à d'autres gens de bénéficier de mon contenu gratuit. Vous savez, je mets des heures à toutes les semaines à produire du contenu gratuit pour vous aider à prendre votre santé en main. Je n'ai aucune rétribution monétaire pour mon travail, même si je suis très présente sur les médias sociaux. Donc, je gagne ma vie avec les inscriptions à mes événements comme le masterclass sur la digestion du mois de mars et les consultations naturopathiques que je continue de vous offrir régulièrement. Alors, lorsque vous partagez le contenu que je produis gratuitement, au moins vous aidez à créer un monde meilleur et ça encourage le fait que je produis ce contenu gratuitement quand je sais qu'il est vu par 5 000 ou 10 000 personnes plutôt que 500 personnes. Et ça, je peux seulement y arriver lorsque vous partagez parce que je suis évidemment shadow banné au maximum l'histoire de ma vie depuis quelques années. Alors, je vous invite à me retrouver dimanche soir pour le tome 2 de Cauchemar en République dominicaine sur mon autre live qui s'appelle Les belles rencontres du dimanche soir.
Et sinon, on va se retrouver la semaine prochaine, vendredi 19h, pour un autre Santé sans censure. Prenez soin de votre santé, partagez l'information. Je vais vous retrouver la semaine prochaine en bonne santé. Ciao, ciao.